Je vous accueille dans un nouveau module qu'il m'a paru important de produire maintenant, étant donné l'avancement de la situation en ce début de mois de septembre 2022. Toutes celles et ceux qui espéraient une accalmie du fait de la disparition du Covid, malheureusement, en sont pour leurs frais, tant il est évident à ce stade, hélas, que l'intention des élites perverties qui nous gouvernent est rien moins que la destruction de nos sociétés. Mes collègues épidémiologistes et experts en santé publique aux États-Unis ne cessent d'enfoncer le clou. Les mesures de confinement qui ont été prises ont conduit à la plus grave crise économique qu'il était possible de générer. Je l'ai dit moi-même très vite en Suisse, lorsque les autorités se sont piquées à l'automne 2020 de fermer à nouveau les commerces et les restaurants sans aucune validité de cette mesure sur le plan sanitaire. Mon excellent collègue Vincent Pavant a montré comment les équations qui ont permis de justifier une telle mesure avaient été falsifiées par des membres du conseil scientifique non indépendant en France. Et donc, tout ce qui a été pris comme mesure depuis 2 ans et demi n'a eu, on le sait, aucune efficacité sur le plan sanitaire, aucune justification sur le plan sanitaire. Par contre, des impacts dévastateurs sur le plan de la santé psychique et de l'état d'esprit de la population, ainsi que de l'économie, et c'est malheureusement là où le bât blesse. On annonce des pénuries, on annonce une augmentation massive des prix de l'énergie, et pour moi, à ce stade, vous savez que je suis resté très prudent pendant très longtemps sur ces questions, parce qu'elles ne ressortent pas de mon domaine d'expertise premier, mais je suis convaincu, à ce stade, disais-je, que c'est parfaitement intentionnel de la part de nos gouvernements. Ceux-ci ont tout fait pour provoquer les opérations militaires russes en Ukraine. On ne va pas faire un cours de géopolitique, vous trouverez de nombreux auteurs et experts pertinents capables de s'exprimer sur la matière, mais toujours est-il que l'Occident, déjà, n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris auprès de l'URSS à l'époque de la chute du mur de Berlin, disant « nous garderons un tampon entre l'OTAN et la Russie ». Cet engagement formel qui avait été pris par un certain nombre de nos dirigeants n'a pas été respecté, les accords de Minsk n'ont pas été respectés, les milices néo-nazis en Ukraine n'ont cessé de bombarder les régions russophones qui s'étaient émancipées par le biais d'un référendum, et notamment avec une recrudescence de ces bombardements au mois de février. Depuis, toutes les perches tendues, toutes les pistes possibles pour aboutir à un accord négocié ont été mises en échec, et on a vu au contraire l'Occident mettre de l'huile sur le feu, envoyer des armements massivement, qui sont pour la plupart recyclés instantanément au marché noir, et puis entretenir la guerre d'une manière qui évidemment va conduire à des pénuries, mais de manière plus grave encore, une augmentation massive des prix de l'énergie qui va conduire à la faillite de centaines de milliers d'entreprises. Donc dès lors qu'on a compris que la crise sanitaire n'avait pas pour but la santé de la population, mais, et ça a été dit par les élites en question, de favoriser l'avancement vers le Great Reset qui passe par le fait que les gens n'aient plus rien et soient heureux, disait Klaus Schwab, eh bien on voit que la prochaine étape, c'est effectivement de continuer à saccager les forces vives de nos sociétés, et malheureusement, les élites sont en train de réussir leur agenda. Alors, comment faire cas de quelque chose d'aussi pervers, d'aussi cruel, d'aussi inhumain, d'aussi mensonger? C'est là où, heureusement, nous avons la lumière de quelques spécialistes. Et donc, après avoir couvert les questions de salutogenèse, de comment résister, de comment comprendre la dérive totalitaire, dans ce module, je vous propose un ensemble de ressources pour mieux comprendre la question de la perversité. C'est là où malheureusement beaucoup de nos contemporains boguent, c'est qu'ils disent « mais je ne peux pas imaginer qu'il fasse ça intentionnellement, à la limite qu'il soit maladroit », ou que la situation ait été compliquée et donc il n'ait pas trouvé les bonnes réponses, je veux bien, mais imaginez qu'il puisse y avoir un agenda destructeur derrière tout ça et que ça soit un plan délibéré qui est mis en œuvre, eh bien, ils ont beaucoup de peine à le comprendre. Et en fait, si on regarde la dynamique manipulatoire, il y a effectivement ce contraste entre des mensonges absolument éhontés et qui continuent.
Mensonge par omission, mensonge juste de plein pied, j'ai envie de dire. Récemment, la conseillère fédérale, donc la ministre suisse en charge de l'énergie, venait doctement expliquer sur un plateau que malheureusement les Russes utilisaient le prix du gaz comme une arme de guerre et donc c'est à cause des Russes si on allait se retrouver en difficulté par rapport à la question du gaz, de l'approvisionnement en gaz de la Suisse. Mais cette brave dame, socialiste au demeurant, n'a pas jugé utile de mentionner qu'alors même que la Suisse est un pays neutre, qui a vocation à ne pas prendre parti dans les conflits, entre autres pour pouvoir proposer ses bons offices aux belligérants, à d'une manière que la population et même une partie de la classe politique n'a pas du tout comprise, pris fait et cause en faveur de l'Ukraine, et notamment en s'alignant de manière inconditionnelle sur les positions de l'Union européenne en matière de sanctions, en allant même plus loin à certains égards, et donc en prenant fait et cause dans un conflit complexe qu'on ne peut pas juste réduire à un ou l'autre paramètre et pour lequel on ne peut pas juste prendre unilatéralement parti pour un des deux belligérants. Et donc, cette brave dame venait expliquer que les méchants Russes utilisaient le gaz comme une arme, mais en occultant totalement le fait qu'en attaquant par le biais des sanctions la Russie, la Suisse s'était mise dans le camp des ennemis de la Russie, et dès lors que la Russie, dans son plan à elle, ma foi, appliquait le même traitement à tout le monde. Donc ce sont des petits exemples, on pourrait en parler de bien plus nombreux, mais toujours est-il que le mensonge est devenu le mode par défaut des élites. Vous avez vu comme moi les réactions qu'ont suscité l'affichage de panneaux à Toulouse nommant la réalité des effets indésirables, et évidemment que la caste au pouvoir ne supporte pas déjà les données véridiques, mais aussi qu'elles ouvrent un débat dans l'espace public. Et donc aujourd'hui, nous avons tout cet appareil d'État, toutes ces institutions qui sont inféodées à un mensonge gravissime. Et puis pour revenir à mon propos sur la dynamique de manipulation, il y a donc ces mensonges éhontés d'un côté, le est sûr et efficace, tout protégé, que sais-je, et puis de l'autre, il y a le fait que les élites au pouvoir se permettent par ailleurs et paradoxalement à nommer très ouvertement la réalité des intentions qu'ils ont. Donc on a aussi Jacques Attali qui vient de sa manière très insidieuse expliquer le futur qui nous attend. Alors il se défend en disant « mais moi je ne suis qu'un essayiste qui fait des scénarios, c'est pas du tout mon plan à moi ». Enfin on voit quand même qu'il est exactement au cœur de ce système. On a des gens comme Yuval Harari, qui est une des éminences grises de Klaus Schwab au Forum économique mondial, qui explique que sans le Covid, il n'aurait jamais été possible d'imposer la société de surveillance vers laquelle on est en train d'aller. On a Bill Gates qui annonce les événements à l'avance comme un prophète qui serait dans le secret des dieux et qui nomme sa volonté de la planète entière comme si jamais c'était le summum bonum. Et le fait que ça soit nommé aussi ouvertement, à mon sens, participe de manière efficace à la manipulation, parce que dès lors que c'est dit, quand vous reprenez simplement ce que les gens ont dit, on dit « Ah, mais t'es complotiste !» Et là, on est donc dans ces postures extraordinairement schizophréniques, mais bon, je ne vous apprends évidemment rien à ce stade. Il y a bien sûr une recrudescence de la violence contre les opposants. Vous savez que mes collègues et amis du CSI, Emmanuel Darle, Vincent Pavant, Amin Umlil, sont aujourd'hui poursuivis par les institutions dont ils dépendent pour avoir osé faire un travail de scientifique, et au motif que c'est contraire à la position de ces institutions. Mais on comprend bien qu'une science où il est prohibé d'avoir un avis contraire à celui de l'institution, c'est juste la fin de la science. C'est la mort du petit cheval. Donc voilà, nous sommes malheureusement en train d'assister à la mort de nos États tels que nous les connaissions, à la mort de nos pays, de notre continent, de notre histoire, à la mort des parlements, à la mort de la justice, à la mort des universités, à la mort de la médecine, à la mort de la science, à la mort de l'éducation. Voilà, la liste est longue, malheureusement, de tout ce qui est en train de mourir. Et donc, il est très très important de continuer inlassablement à nommer ces réalités, à leur donner du sens. Et puis, c'est aussi le sens de mon intervention d'aujourd'hui, de relever que
Au fond, étant donné que le déferlement totalitaire use de moyens extraordinairement brutaux et violents, qu'il procède par harcèlement, comme toutes les logiques perverses, beaucoup de gens, finalement, se défaussent d'un devoir d'indignation et d'opposition avec l'idée que si je me tasse, que je fais le dos rond, voire que je me couche, eh bien je serai d'autant moins exposé et ma foi, je tirerai au moins ma petite épingle du jeu. Et c'est important de souligner à ce stade que c'est complètement faux. Pour plusieurs raisons, mais ça ne procure aucune protection, pour la bonne et simple raison que le système, bien sûr, s'attaque d'abord à ceux qui résistent, mais toute l'histoire le montre, s'attaque ensuite à ceux-là même qui l'ont servi. On le voit très bien avec le stalinisme, on l'a vu aussi bien sûr avec la dérive hitlérienne en Allemagne. L'entourage proche ou ceux qui ont participé comme des petits pions obéissants à toute la dégringolade vers l'ignominie et qui s'imaginaient être protégés du fait d'avoir laissé faire ou d'y avoir participé, sont devenus à leur tour les cibles des prochaines purges. Donc, on dit que quand on dîne avec le diable, il faut une très longue cuillère. Toutes les compromissions que nous acceptons se retourneront contre nous tôt ou tard. Alors je dis ceci avec énormément de prévention et de précaution. Nous nous faisons souvent féliciter, nous qui sommes un peu dans la lumière, pour le courage de nos positions, mais nous insistons nous-mêmes souvent que nous avons besoin de résistants et d'opposants partout, et que ceux qui ont fait le choix pour un ensemble de raisons, par exemple de rester inscrits dans des contextes institutionnels, nous sont tout aussi utiles. Nous avons besoin de gens à tous les étages et de toutes les manières. On peut aussi comprendre que quelqu'un qui a une position relativement privilégiée, mais qui a un leasing sur sa voiture, procède au remboursement de sa maison, pourvoit l'entretien de ses enfants, il réfléchisse à 2 fois avant de courir le risque d'être privé de revenus, comme le totalitarisme est en train de l'imposer. Donc vraiment, je ne juge et je ne critique personne. Simplement, la réalité psychopathologique et historique est que croire se mettre à l'abri parce qu'on laisse faire ou qu'on participe, même passivement, à quelque chose de détestable, est toujours un mauvais calcul. L'autre volet de ce que j'évoque ici, c'est le fait que, finalement, au fond, même quand vous êtes dans une position d'être persécuté, vous ne gagnez le respect de votre harceleur qu'en ne vous laissant pas faire. Et à chaque fois qu'on se soumet, déjà c'est difficile dans la relation à soi-même, mais ça ne fait qu'encourager les harceleurs à savoir que nous sommes du gibier de harcèlement. Alors je viens de vivre un épisode très insignifiant, donc j'en suis vraiment pas indigné et je ne jette la pierre à personne, mais il se trouve que je donne la semaine prochaine une conférence, et l'endroit que nous avions réservé avec l'organisatrice, les Ateliers de la Côte, ici en Suisse romande, nous a demandé de délocaliser l'événement suite à un ensemble de pressions internes et externes. Évidemment que je peux le comprendre, lorsque vous êtes gérant d'un centre culturel avec des locataires, avec des sponsors, il est évident que vous tenez compte du principe de réalité lorsqu'une menace se profile. Toutefois, je vais me permettre de revenir sur ce qui s'est passé, de nouveau, vraiment pas pour critiquer quoi que ce soit, je comprends les gens des Ateliers de la Côte, c'est des personnes que j'apprécie, donc je n'ai pas de ressentiment à leur égard, mais pour bien comprendre la mécanique. Il y a eu, c'est donc ces endroits dans lesquels ont eu lieu un certain nombre d'événements, dont des conférences avec Louis Fouché, avec Christian Perron, avec Slobodan Despot, avec votre serviteur, avec des gens tout à fait honorables comme Guy Métan, qui est un grand journaliste roman. Et puis, dans le courant de l'été, il y a eu une campagne de presse, mais immonde, qui a été orchestrée par plusieurs titres romans, Heidi News en tête. Alors Heidi News, c'est le plus systémiquement corrompu de tous les médias. C'est vraiment la voix de Big Pharma, avec des journalistes scientifiques qui racontent n'importe quoi, une éthique journalistique totalement foulée aux pieds, enfin c'est vraiment le parangon de l'inconduite,
mais qui évidemment, étant dans les bons papiers des autorités, ma foi, arrive à faire croire qu'il est, enfin, à faire croire, je sais plus à qui, si ce n'est vraiment les idéologiser et les endoctriner, mais enfin qu'il est un média sérieux. Et puis un canard vaudois, donc de la région, 24 heures, a remis la compresse en décrivant ce centre comme étant le chef-lieu des complotistes en Suisse romande. Le canard local La Côte a fait une enquête en appelant Conspiracy Watch à Paris, qui est la plus grande officine de propagande. Mais vraiment, le truc, à sa tête, il y a Rudi Reichstadt, qui est quelqu'un qui ne comprend rien à rien, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de compétences intellectuelles et qui colle les étiquettes complotistes sur tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et donc, voilà, La Côte a appelé Rudi Reichstadt et dit « Ah oui, c'est vrai, ce sont des complotistes ». Du coup, ça a mis du grabuge à l'interne des ateliers de La Côte, des sponsors se sont manifestés, et ce d'autant plus que les journalistes de Heidi News ont appelé les sponsors en question avec une question très journalistique, très neutre, n'est-ce pas, qui était « Mais qu'est-ce que ça vous fait que le centre que vous financez en partie héberge des conférences complotistes ?» Non mais vous voyez la couche des journalistes. Là, on n'est plus dans le journalisme, on est vraiment dans la malfaisance et la malveillance à l'état pur. Et c'est là où, si je peux me permettre, mes amis des ateliers de La Côte ont manqué le coche. Parce qu'au fond, bon, ils ont déprogrammé plusieurs conférences qui devaient avoir lieu. Et puis, quand un nouveau cycle a été proposé par Isabelle Bourgeois, l'organisatrice de ces conférences intéressantes, et bien sûr en rien complotistes, quand vous avez des sources que vous avancez à l'appui de vos dires, et qu'elles sont référencées, tirées de revues médicales, de sources universitaires et des rapports des gouvernements eux-mêmes, je trouve que c'est difficile d'appeler ça du complotisme. Mais toujours est-il que quand Isabelle Bourgeois a prévu un nouveau cycle de conférences, eh bien, les ateliers de La Côte, se sont dit dès lors que l'attaque est passée, tout va bien. Mais vous voyez, c'est là où, à la première alerte, il se couche de nouveau. Et ce que ça veut dire, et de nouveau, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est qu'au fond, la seule attitude valable face à des procédés de cette nature, c'est d'aller au contact. C'est de rester debout, c'est de nommer haut et fort la réalité de la dérive, de l'abus ou de l'ignominie. Et en l'occurrence, si ce centre avait eu le courage, au moment des attaques de presse, de dire haut et fort, mais qu'est-ce que c'est que ces attaques ? Nous sommes pour la liberté d'expression. Nous n'invitons que des gens qui disent des choses qu'ils ont parfaitement le droit de dire. Nous n'avons pas à être d'accord ou pas d'accord avec eux. Nous invitons des gens de tous bords politiques et ayant toutes sortes de regards sur la réalité. Si ces gens disent des choses qui sont interdites par la loi, comme l'incitation à la haine ou des propos racistes ou homophobes, eh bien, ma foi, ils en assumeront les conséquences. Mais nous n'allons pas nous laisser intimider par une campagne de presse de la part de médias dont on peut sérieusement questionner l'objectivité dans ce genre de situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment que ça aurait pris une certaine audace, une certaine quantité de courage, mais qui, j'imagine, aurait été conforme avec leurs convictions. Et puis de parler aux membres des ateliers ou des gens qui louent à la clientèle en disant bon, on peut comprendre que c'est inconfortable qu'il y ait des polémiques allumées par la presse, mais est-ce que vous êtes d'accord avec nous que toute personne, dès lors qu'il respecte les lois, doit avoir le droit de s'exprimer ? Et voyez ce que je veux dire, s'ils avaient à ce moment-là pris une posture droite, ferme et forte, eh bien, l'éventualité d'une nouvelle attaque, parce que le malheureux Jean-Dominique Michel venait tenir des propos documentés et sérieux dans leur cadre, vous voyez ce que je veux dire, ils n'auraient pas eu de difficulté avec ça. Et c'est là où je veux en venir. C'est que cette posture-là, elle est essentielle aujourd'hui. Solzhenitsyn l'a abondamment documenté dans l'archipel du Goulag, que j'ai relu pendant la toute première partie de la crise sanitaire,
et où il montre comment les gens qui étaient injustement embarqués par la milice stalinienne, traînés devant des accusateurs alors qu'ils n'avaient rien fait la plupart du temps, et qui savaient qu'ils allaient en choper pour 8 ou 10 ans de camp, eh bien, il y avait ceux qui s'effondraient parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui leur arrivait, et ceux qui restaient debout, et ceux-là, témoigne Solzhenitsyn, qu'il a vécu dans certains cas, étaient même relâchés tellement leurs abuseurs étaient désemparés face à quelqu'un qui n'était pas otage de la peur qu'ils cherchaient à instiller. Alors, il y a beaucoup de manières de résister à nouveau. Et si des gens comme Emmanuel Darl, Vincent Pavant, Christian Perron, Olivier Soulier et tant d'autres subissent les violences institutionnelles et osent les nommer publiquement, et c'est évidemment tout à leur honneur, ça n'est pas forcément la partition de chacun. Toutefois, Ariane Bilran vient de faire la démonstration de la justesse de cette attitude, avec une petite anecdote que vous trouverez en référence à travers différents blogs qu'elle a publiés et que j'ai republiés, mais autour de la situation suivante. Il y a aujourd'hui donc des officines de propagande malhonnêtes, comme Conspiracy Watch et d'autres. Alors, il y a aussi des journalistes profondément malhonnêtes dans à peu près tous les organes de presse aujourd'hui. Idriss Aberkan les a magnifiquement débunkés récemment. Mais toujours est-il que Ariane s'est fait faire une notice biographique absolument abjecte, comme ça se fait aujourd'hui. Je mettrai les références, donc vous pouvez aller voir les autres, et vous verrez qu'effectivement, c'est vraiment du fumier, quoi. Il n'y a pas d'autre expression adéquate. Et donc elle a rétorqué, elle se faisait accuser d'avoir de faux diplômes, ça m'est aussi arrivé. Et voilà, ils ont complètement distordu son CV et son expérience pour dire que bien sûr elle n'était pas compétente, et donc elle a écrit un premier courrier avec tous les éléments rétablissant la réalité de sa formation, de son parcours et de son expertise. Et là, sa correspondante, la rédactrice du Tas de Fumier, a répondu dans un premier temps en la prenant de haut en disant « Oui, mais bon, des gens nous ont dit autre chose, donc on va pas forcément changer d'avis ». Et ni une ni deux, Ariane a renvoyé un mail dans la foulée disant « Ce que vous publiez est attentatoire à mon honneur et constitue des calomnies et des diffamations étant donné la réalité de mon parcours. Je vous demande une dernière fois de le retirer, sinon je ferai valoir mes droits à la protection de ma personnalité par les voies de droit usuelles. » Elle n'a peut-être pas exactement formulé comme ça, mais en tout cas c'était en substance ce qu'elle a dit, et elle a obtenu, dans les heures qui ont suivi, la suppression de cette notice calomnieuse. Je regrette moi-même un peu de ne pas avoir été plus tonique face aux attaques. Je les ai beaucoup démontées par ma plume, par mes interventions en vidéo, mais quand par exemple Heidi News, qui d'autre, disait que dit que je suis une figure du complotisme en Suisse romande, c'est inacceptable, c'est illégal, selon l'avis de mes conseils et de mes avocats, et donc malheureusement je devais réagir tout de suite pour faire quelque chose, mais j'aurais dû tout de suite les menacer, là encore, de faire valoir mon droit à la protection de ma personnalité, parce que dès lors que j'ai produit plus de 800 références scientifiques depuis 2 ans et demi à l'appui de ce que je dis, le fait que des gens incultes et malveillants se permettent publiquement, évidemment dans l'intention de me nuire, de me traiter de figure de la complosphère, est simplement inacceptable et est réprimé par la loi. Donc nous avons des outils à disposition, et alors de nouveau, des fois c'est juste dire qu'on n'est pas d'accord et continuer à fonctionner dans un système en attendant qu'il change, ou simplement en assumant la réalité de cette différence, mais sans forcément monter au front. Des fois ça peut aller beaucoup plus loin, mais c'est vraiment un message qu'il est important de faire passer. Imaginer qu'on va être tranquille parce qu'on s'est soumis, d'une manière ou d'une autre, est un très mauvais calcul qui se retourne tôt ou tard contre celui qui a eu cette attitude. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous, et donc dans le cadre de ce module, vous trouverez un ensemble de ressources en vidéo qui documentent une fois de plus la réalité de cette dérive, qui explicitent les processus pervers qui la fondent, et puis qui donnent des clés sur l'attitude à avoir, mais sachant que ce sont essentiellement des procédés d'intimidation, qu'au fond, là où ça se joue de la manière la plus fondamentale, c'est de ne pas se laisser intimider par des gens qui sont des médiocres,
qui sont des sales types, la plupart du temps, ou qui, en tout cas, se comportent de cette manière. Et puis après, il y a évidemment tout ce que nous pouvons faire de proactif. C'est important de ne pas être juste dans l'opposition, la résistance et le rejet, mais aussi de faire tout ce qui est à notre disposition. Donc là, on a vu par exemple des collectifs dans le sud de la France reprendre la petite affichette sur la réalité des effets indésirables de vous savez quoi, qui ne va pas forcément être censuré, donc on va prendre des précautions d'usage, et de faire des autocollants avec ces affichettes pour les mettre à des endroits évidemment tout à fait légaux, comme les jeux de Lego. Vous savez, c'était Lego ces endroits. Voilà, pour exprimer même comme ça, de façon discrète, de manière non personnelle, une opposition. Mais je crois que nous devons vraiment nous préparer parce que ce qui nous attend à l'automne n'est pas réjouissant du tout. Et tous ceux, là encore, qui s'illusionnent sur le fait que le pire n'est pas toujours certain et que peut-être les élites en question ne sont pas aussi mal intentionnées qu'elles en donnent l'impression, vont avoir malheureusement des réveils douloureux. Et surtout, il tiendra de notre réponse, le moment venu, nous aurions déjà jamais dû collectivement laisser tout ceci se dérouler ainsi que ça a été le cas, et bien ça dépendra énormément de notre réponse, de sa nature, de son intensité, mais aussi de sa qualité. Il ne s'agit pas de réagir n'importe comment en faisant n'importe quoi, mais en faisant ce qu'il faut, dans la bonne attitude et la bonne énergie. Et donc voilà, j'espère que ce nouveau module à ma masterclass vous apportera du contenu qui continuera à nourrir cette flamme et cette intelligibilité dans laquelle nous nous sommes construits les uns et les autres, et qui est évidemment, avec les pouvoirs d'agir et la connexion avec nos valeurs fondamentales, la clé pour pouvoir traverser cette grande épreuve, mais surtout la traverser en sortant victorieux. Merci.